Tristan et Iseux. De tous les visiteurs qui défilaient au château de Camelot, aucun n'était mieux accueilli que les ménestrels qui sillonnaient le pays en racontant des histoires. Certains d'entre eux, blanchis sous le harnais, ressassaient de vieilles légendes que tout le monde connaissait et adorait, mais qu'ils narraient différemment chacun à sa manière. Ils parlaient aussi bien de monstres vivant dans les marécages du Nord et de redoutables géants irlandais que de Jésus marchant sur les eaux et rendant la vue aux aveugles, et nous chantions tous en chœur au son de la harpe en revivant inlassablement les anciennes épopées. Mais, maintenant, les récits concernaient de plus en plus souvent des chevaliers de la table ronde et relataient nos propres exploits, nos propres aventures. Camelot était rapidement en train de devenir une légende, et cela de notre vivant. C'était fréquemment par ces ménestrels, ou ces bardes, ou ces trouvères, appelle-les comme tu voudras, que nous apprenions le sort d'un de nos chevaliers disparus depuis longtemps, dont nous étions sans nouvelles. Un soir, assez tard, nous reçûmes la visite d'un jeune homme aux yeux tristes. Comme il portait une harpe sous le bras, nous en déduisîmes qu'il s'agissait d'un ménestrel. Il hésita sur le seuil. « Entrez, entrez !» lui criai-je. « J'ai une chanson à chanter, dit-il, et une histoire à raconter, mais j'ai tellement faim que je ne tiens plus debout. »« Alors commencez par vous restaurer, et vous nous relaterez votre histoire après, » lui dit Gauvin. « Nous ne sommes pas pressés. » En fait, nous le regardâmes manger avec impatience, car nous avions tous hâte d'entendre son histoire, ce jeune homme ayant un aspect sérieux et honnête qui inspirait confiance. On croirait chaque mot de ce qu'il dirait, et son récit serait sûrement intéressant. Nous ne nous doutions pas à ce moment-là à quel point il serait intéressant. « Vous connaissez l'histoire de Tristan et Iseux » demanda-t-il enfin. « Nous connaissons Tristan » répondit Lancelot. « Tout le monde a entendu parler de Tristan, un preux chevalier, même s'il n'appartient pas à la cour du roi Arthur. »« Mais vous ignorez la blonde Iseux » dit le ménestrel en regardant les visages qui l'entouraient. « Alors, je vais vous parler d'elle. » Aussi loin qu'on s'en souvienne, l'Irlande et la Cornouaille ont toujours été en guerre. Le roi Marc, que vous connaissez tous de réputation, j'en suis sûr, fit tout son possible pour conclure un traité de paix avec les Irlandais, mais ceux-ci ne voulurent pas en entendre parler. Ils traversèrent la mer et attaquèrent la Cornouaille comme ils l'avaient fait bien des fois dans le passé, brûlant, pillant et saccageant tout. Le seul allié sur lequel Marc pouvait compter pour l'aider était son cousin, le roi Rivalin. Lui seul disposait de suffisamment de navires et de soldats pour chasser les Irlandais. Rivalin ne portait pas les Irlandais dans son cœur, car ils avaient tué son père. Aussi ne fut-il pas difficile à convaincre. Lorsque les Irlandais débarquèrent, Rivalin et ses hommes les attendaient, embusqués sur le rivage. Ils surgirent des bruyères, les encerclèrent et les massacrèrent. Pour remercier Rivalin d'avoir sauvé la Cornouaille, le roi Marc lui donna sa sœur en mariage, et le couple fut aussi heureux qu'il est possible de l'être. Un an plus tard, Blanchefleur lui donna un fils, mais elle mourut en le mettant au monde. Le roi Rivalin eut tellement de chagrin qu'il prit l'enfant en haine. Il l'appela Tristan, ce qui signifie tristesse, et l'envoya au loin afin qu'il fût élevé hors de sa vue. Tristan fut éduqué dans l'esprit de la chevalerie, principalement grâce à Gorneval, un jeune chevalier qui devint pour lui une sorte de frère aîné. En grandissant, Tristan s'interrogea souvent sur sa mère, dont il ne connaissait que la tombe, et il s'interrogea également sur son père, qu'il n'était jamais autorisé à voir. Il se sentait orphelin et solitaire, et il avait hâte de rencontrer le seul parent qu'il se connut, son oncle, le roi Marc de Cornouaille. Il partit donc pour la Cornouaille, en compagnie de Gorneval. Après un long voyage, il arriva un soir à Tintagel, le château du roi Marc, construit en nid d'aigle sur une falaise de Cornouaille. Et là, dans la salle du trône, Tristan vit pour la première fois le roi Marc, et ils devinrent presque immédiatement si intimes qu'ils se considéreraient, dorénavant, comme père et fils. Tristan, Gorneval et leurs amis restèrent plusieurs années à Tintagel, et le roi Marc apprit à Tristan tout ce qu'il savait, tout ce que Gorneval ne lui avait pas encore enseigné. Personne ne pouvait surpasser Tristan à l'épée ou à la lance, personne ne luttait mieux que lui, et, indiscutablement, personne ne connaissait mieux les chevaux et ne pouvait galoper plus vite que lui. Et, il faut le mentionner, toutes les dames de la cour lui faisaient les yeux doux. Aussi, pour un temps, la vie fut-elle bonne et agréable pour Tristan. Pourtant, une ombre planait sur le royaume du roi Marc.
Les Irlandais ne voulaient pas le laisser en paix. Périodiquement, ils traversaient à nouveau la mer sur leurs vaisseaux de guerre, et le roi Marc était incapable de se défendre contre leurs incursions en l'absence de son ancien allié. Rivalan étant toujours si anéanti par sa douleur qu'il ne sortait plus de son château, et encore moins de son pays, le roi Marc se retrouvait donc seul. Contraint par les Irlandais de signer une convention inique, il devait, pour ne pas être envahi, leur verser chaque année des tributs considérables en or, en blé et en bestiaux. Le pays étant maintenant si pauvre qu'il ne pouvait plus payer, le roi imaginait chaque année quelque nouvel échappatoire, mais les Irlandais commençaient à s'impatienter. Un jour, Tristan se trouvait dans la salle du trône lorsque l'émissaire irlandais se présenta. Négligeant les formules de courtoisie habituelles, celui-ci se planta devant le roi Marc, les poings sur les hanches, le menton relevé avec arrogance, et déclara qu'il était fatigué des mauvaises excuses. « Voici les conditions que ma reine a la générosité de vous proposer, dit-il avec hauteur. Ou bien vous réglez la totalité de vos dettes, soit en or, soit, si, comme vous le prétendez, vous n'avez pas d'or, en esclaves. Ma reine exige 1 sur 2 de tous les enfants qui naîtront en Cornouailles à dater de ce jour. Mais vous avez une autre solution. Voyez comme ma reine est généreuse. Elle vous autorise à choisir un champion pour défendre votre royaume contre notre propre champion. Si notre champion est vaincu, ce qui ne se produira pas, toutes vos dettes seront annulées. Si votre champion est vaincu, ce qui se produira certainement, alors la Cornouaille deviendra une petite province de l'Irlande jusqu'à la fin des temps. À vous de choisir. Ou vous payez en esclaves, ou vous désignez un champion. C'est à prendre ou à laisser. Si vous refusez, une armée vous attaquera et rasera la Cornouaille de fond en comble, ne laissant que des rochers noircis et des cadavres calcinés. Alors ? Qui est votre champion ? Demanda le roi Marc après un instant de silence. Moi, répondit l'émissaire. Je m'appelle Morolt, je suis le frère de la reine d'Irlande. Tous les chevaliers présents blêmirent, car tous savaient que l'homme qui se tenait devant eux était le chevalier le plus cruel et le plus sanguinaire de la terre entière. Le roi Marc soupira. Le meurtre ou l'esclavage ? Meurtre par le feu, meurtre par votre épée, ou servitude pour notre peuple ? Quel beau choix vous m'offrez là. Vous savez que je n'ai pour ainsi dire pas d'armée, ni aucun champion capable de vous tenir tête. Vous aurez donc vos esclaves. Je préfère voir la moitié de mes sujets vivre sous le joug que de les voir tous mourir. En entendant cela, Tristan bondit. « Jamais !» s'écria-t-il. « Je le combattrai, je serai votre champion. » Mais ce fut seulement en se dressant face à Morolt que Tristan réalisa à quoi il venait de s'engager. Cet homme était un véritable Goliath, solide comme un tronc d'arbre, avec des bras gros comme des cuisses. « Qui est donc ce petit coq de combat cornouaillais » s'enquit Morolt en riant. « Je m'appelle Tristan et je vous tuerai, Irlandais » répondit-il d'une voix qu'il ne put s'empêcher de trembler. Le roi Marc fit de son mieux pour dissuader Tristan, car il n'était encore qu'un adolescent, mais celui-ci était allé trop loin pour pouvoir reculer. « Nous nous battrons dans 1 semaine à dater de ce jour, décréta Morolt, sur le mont Saint-Michel, dans la baie de Marasion. Venez à l'aube, et venez seul. À ce moment-là, tous les navires de guerre irlandais seront arrivés. Dès que je vous aurai mis en charpie et donné à manger aux poissons, ils accosteront et prendront possession de la Cornouaille au nom de l'Irlande. »« Dieu choisira entre nous, » répondit calmement Tristan. Ainsi donc, ils se retrouvèrent à l'aube sur le mont Saint-Michel. Morolt descendant de la flotte irlandaise ancrée dans la baie, et Tristan traversant à pied, tout seul, le sable découvert par la marée. Le roi Marc et les chevaliers cornouaillais restèrent sur le rivage, où ils grimpèrent au sommet des dunes pour observer le combat. Dès le premier engagement, Tristan comprit que sa seule et unique chance de survie était de se déplacer sans arrêt pour épuiser le champion irlandais. Il esquiva, il feinta, il se déroba, il recula, et, chaque fois, Morolt le suivit, en faisant décrire de redoutables moulinets à son énorme hache. « Arrêtez de sautiller et battez-vous, poltron !» rugit Morolt. « Je me battrai quand je serai prêt !» répondit Tristan, et il sauta par-dessus un rocher. Lorsque Morolt parvenait à l'approcher, les coups pleuvaient comme grêle sur le bouclier de Tristan, mais sans jamais le transpercer. Jetant au loin sa hache de guerre, Morolt empoigna alors à 2 mains sa grande épée. À ce moment-là, Tristan glissa sur une plaque d'algues visqueuses et tomba.
Morolt en profita pour introduire son épée sous le bouclier de Tristan qu'il cloua au sol en lui traversant la cuisse. Le hurlement de douleur de Tristan sema la panique chez les mouettes de l'îlot qui s'envolèrent toutes ensemble. Il sentit la lame labourer sa chair en se retirant. Il vit son sang se répandre sur le sable à côté de lui. Alors il abandonna toute prudence et se rua sur Morolt comme un forcené, tout en sachant fort bien ce qu'il faisait. Cherchant le coup mortel, il visa aussitôt la tête. Une force nouvelle et terrible l'animait, née d'une telle douleur et d'une telle colère, que son épée transperça le casque de Morolt et le crâne qui était dessous. Elle s'enfonça si profondément qu'il eut du mal à la retirer, si profondément qu'un fragment de la lame resta fiché dans la tête de Morolt, qui laissa tomber son arme et recula en titubant, la tête entre les mains, souffrant 1000 morts. Puis il fit demi-tour et s'enfuit. Voyant ce qui se passait, les Irlandais descendirent de leur vaisseau, firent monter Morolt dans une barque et l'emportèrent. Entre-temps, les chevaliers cornouaillais, qui étaient arrivés du rivage en courant, trouvèrent Tristan gisant à demi immergé et rougissant la mer de son sang. Ils étanchèrent de leur mieux sa plaie béante et le ramenèrent à Tintagel, où le roi Marc fit venir les meilleurs médecins qu'il put trouver. Tristan n'en resta pas moins entre la vie et la mort pendant des semaines, avant que sa blessure ne commence à cicatriser. Morolt était encore en vie lorsqu'il arriva à Dublin, mais tout juste. La fille de la reine, la princesse Iseux, fit l'impossible pour sauver son oncle, mais en dépit de toutes ses herbes, de toutes ses potions et de tous ses talents, il déclina et mourut. Pleurant à chaudes larmes, elle extirpa le fragment de métal planté dans le cerveau de son oncle et l'enferma dans une cassette en argent. Ce soir-là, lorsqu'on enterra Morolt, Iseux jura sur sa tombe que, si jamais elle découvrait l'épée à laquelle il manquait un morceau, correspondant à l'éclat qu'elle avait extrait de son oncle, elle se vengerait de son meurtrier. Pendant ce temps, à Tintagel, le roi avait réuni tous ses chevaliers. Tristan était assis à sa droite. « J'ai longuement et sérieusement réfléchi, dit le roi. Nous ne pouvons pas continuer éternellement à guerroyer ainsi contre les Irlandais, sinon cet antagonisme n'aura jamais de fin. Ce coup-ci, nous avons eu la chance que Tristan soit là pour nous sauver. Mais ils reviendront, ils reviennent toujours, et, la prochaine fois, leurs cœurs seront pleins de haine. Je ne vois qu'une seule façon d'en finir avec ce conflit, c'est de leur tendre la main de la réconciliation. C'est ce que le Seigneur Jésus aurait souhaité que nous fassions. Aimez vos ennemis, disait-il. C'est donc ce que je vais faire. Je vais demander la main de la fille de la reine d'Irlande, la princesse Iseux. Ainsi, nos deux royaumes pourront enfin vivre en paix l'un avec l'autre. J'ai prié mon neveu bien-aimé, Tristan, de se rendre au plus tôt en Irlande et d'en ramener la princesse Iseux, afin qu'elle devienne reine de Cornouailles, et il a accepté. On prépara aussitôt un navire, et Tristan, Gorneval et leurs amis s'armèrent jusqu'aux dents, sachant pertinemment qu'aucun Cornouaillais ne serait le bienvenu sur le sol irlandais. Peut-être seraient-ils obligés de se rembarquer l'arme au poing. Aussi partirent-ils préparés au pire et prêts à tout, parfaitement conscients que la reine d'Irlande risquait de les faire mettre à mort d'emblée, sans même laisser à Tristan le temps de lui exposer le motif de leur visite. Moins d'une semaine plus tard, le navire quitta Tintagel en direction de l'ouest et du soleil couchant, et beaucoup de ceux qui regardaient partir les chevaliers pensaient ne jamais les revoir. Ils étaient au milieu de la mer d'Irlande lorsqu'une terrible tempête éclata. Pendant des jours et des nuits, la mer déchaînée les malmena furieusement, mais le navire, quoique fort éprouvé, ne coula pas. Voiles en lambeaux, mâts abattus, faisant eau de partout, ils finirent par arriver en vue d'une côte. D'énormes vagues fracassèrent le vaisseau sur des récifs, mais, Dieu sait comment, tous ses occupants parvinrent à en sortir vivants. Les paysans irlandais qui avaient assisté au naufrage accoururent aussitôt sur la grève, peut-être pour saluer les naufragés, peut-être pour leur trancher la gorge. Dans le doute, Tristan et ses amis dégainèrent leurs épées et s'apprêtèrent à vendre chèrement leur vie. Voyant cela, les paysans leur montrèrent le ciel derrière eux. Tel un brouillard diabolique, un voile de fumée noire descendait sur eux du haut des falaises. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Tristan. « L'homme dragon » cria l'un des paysans, et tous commencèrent à battre en retraite. « C'est l'homme dragon, fuyez, sauvez-vous, il brûle tout ce qu'il rencontre, personne ne peut lutter contre lui,
Absolument personne. Comment est-il fait? Questionna Tristan. Il est moitié géant, moitié dragon, répondit un autre paysan. Un géant à tête de dragon avec des yeux qui vous brûlent rien qu'en vous regardant, et une haleine flamboyante dont l'odeur putride est un poison mortel. C'est le démon incarné. La reine a promis d'accorder la main de sa fille, Iseux, à celui qui le tuera. Beaucoup ont essayé, mais tous ont péri par le feu de l'homme dragon. Et les paysans s'enfuirent sur la grève et se cachèrent dans les rochers. Tristan se tourna vers Gorneval. « Il semblerait que le hasard nous ait favorisés, dit-il. Je vais combattre cet homme dragon. » Gorneval essaya de le retenir, mais Tristan se libéra. « Non, je dois y aller. Je vais tuer cet homme dragon et prouver ainsi à la reine d'Irlande que nous venons dans un but pacifique. Quand je les aurai débarrassés de l'homme dragon, les Irlandais ne pourront plus nous haïr, même si nous sommes des Cornouaillais. » Gorneval et ses amis voulurent l'accompagner, mais il le leur interdit et partit seul, en se protégeant le visage contre la fumée âcre. Partout il découvrit les traces de terribles ravages, de grandes plaques noires au milieu des ajoncs dorés, des dépouilles à demi dévorées d'hommes et d'animaux pourrissant à l'abandon. Il continua à progresser, plus prudemment, et soudain il aperçut un cheval emballé qui galopait vers lui, suivi de plusieurs cavaliers. Il parvint à saisir ses rênes et s'y cramponna, mais avant qu'il ait pu maîtriser l'animal, les cavaliers étaient déjà passés, les yeux écarquillés de terreur. Tristan parvint à calmer le cheval en lui parlant doucement à l'oreille, puis il l'enfourcha et continua ainsi son chemin jusqu'à un escarpement rocheux. De là, son regard plongea dans une vallée dévastée et il vit l'homme dragon. Assis par terre, le dos appuyé contre une haute tour, celui-ci dégustait un cadavre en lui arrachant les membres l'un après l'autre. Tristan comprit qu'assister plus longtemps à ce répugnant spectacle ne ferait que saper son courage et même ses forces. Aussi cala-t-il sa lance sous son bras et fonça-t-il droit devant lui au triple galop. Mais plus l'homme dragon se rapprochait, plus il paraissait grand. Lorsqu'il se dressa sur ses jambes, sa tête arriva à mi-hauteur de la tour. Il rit et jeta le bras qu'il était en train de dévorer. Tristan leva son bouclier et lança son cri de guerre. L'homme dragon, qui avait 5 fois sa taille, se contenta de tendre la main et de lui arracher sa lance, et il l'aurait également arrachée de sa selle si Tristan ne s'y était pas cramponné avec ses genoux et ne l'avait pas dépassé au galop pour contourner la tour à la recherche d'une porte. Or il n'y avait pas de porte, seulement une fenêtre, et celle-ci s'ouvrait beaucoup plus haut que sa tête. Il grimpa sur le dos de son cheval, leva les bras, agrippa l'appui de la fenêtre, fit un rétablissement et se hissa dans l'ouverture. Une fois à l'intérieur de la tour, il monta 4 à 4 l'escalier en colimaçon et atteignit une deuxième fenêtre située exactement à la hauteur voulue pour ce qu'il se proposait de faire. Il passa sa tête par l'ouverture. Comme il l'avait escompté, l'homme dragon l'aperçut et vint le chercher. La tête et le cou du géant étaient maintenant tout proches. Tristan sortit son épée hors de la tour et de toutes ses forces l'enfonça jusqu'à la garde dans la gorge de l'homme dragon. Pendant un instant, l'homme dragon regarda Tristan avec stupeur, puis son râle d'agonie expulsa son dernier souffle empoisonné qui envahit la tour. Tristan, suffoqué, redescendit l'escalier en titubant. Il retrouva son cheval qui l'attendait sagement sous la fenêtre et se laissa glisser sur son dos en haletant à la recherche d'air pur. L'homme dragon gisait au pied de la tour, mort, les yeux révulsés et la bouche grande ouverte. Tristan, tout étourdi, mit pied à terre et retira son épée de la gorge de l'homme dragon, dont il trancha la langue fourchue en guise de preuve de ce qu'il avait accompli. Le poison se répandait rapidement dans tout son organisme. Avec ses dernières forces, il se hissa sur son cheval, qui partit brouter en emportant Tristan évanoui sur la selle. Peu après, l'écuyer de la reine, c'était l'un des cavaliers aperçus plus tôt par Tristan, se hasarda prudemment dans les parages, où il découvrit l'homme dragon mort au pied de la tour. Depuis des années, cet écuyer était amoureux de la princesse Iseux, qui, depuis des années, repoussait ses avances. Une occasion s'offrait enfin de parvenir à ses fins et il la saisit. Sortant son épée, il cisailla le cou de l'homme dragon jusqu'à ce que la tête se détache du tronc. Maintenant, il tenait la preuve que c'était lui, et lui seul, qui avait tué l'homme dragon. Il attacha la tête coupée au garrot de son cheval et galopa à bride abattue jusqu'au château de la reine, à Dublin.
Il y fut reçu en sauveur de l'Irlande tout entière, bien que certains eussent du mal à le croire car ils le connaissaient comme un menteur et un fourbe. Mais la preuve matérielle était sous leurs yeux, et elle était irréfutable. Du moment qu'il apportait la tête de l'homme-dragon, c'est que l'homme-dragon était mort, et que c'était l'écuyer qui l'avait tué. Il se présenta devant la reine, jeta à ses pieds la tête de l'homme-dragon, et réclama la main d'Iseux comme récompense. Iseux, qui avait assisté à la scène depuis une galerie surélevée, courut se réfugier dans sa chambre et s'y enferma à double tour. Lorsque sa nourrice Brangien vint la chercher pour qu'elle descende dans la salle du trône se fiancer à l'écuyer, elle prétendit être souffrante, car elle avait toujours méprisé cet homme et le détestait. Et d'ailleurs, elle se refusait à croire qu'il ait eu le courage de tuer l'homme-dragon. Cette histoire cachait une supercherie quelconque, et il lui fallait du temps pour découvrir laquelle. Cette nuit-là, elle se faufila hors du château avec sa nourrice, et gagna les collines pour essayer de tirer cette affaire au clair. Un peu avant l'aube, elles tombèrent sur un cheval solitaire qui broutait dans les ajoncs. Un homme était affalé sur la selle, comme s'il dormait. Lorsqu'elles s'approchèrent de lui, elles constatèrent qu'il avait la peau noircie et les cheveux roussis. À demi inconscient, Tristan leva la tête. « J'ai tué l'homme-dragon, regardez !» bredouilla-t-il en fouillant sous sa tunique et en montrant la langue fourchue. Et Iseux, marchant à côté du cheval et maintenant Tristan sur sa selle, regagna le château au moment où la première lueur grise de l'aurore envahissait les collines. Les deux femmes firent discrètement monter Tristan dans la chambre d'Iseux, où elles le nettoyèrent. Après quoi, Iseux lui fit avaler une potion à base de camomille et de romarin pour débarrasser son sang du poison qu'il charriait. Lorsqu'il se sentit un peu plus fort, Iseux alla chercher sa mère, la reine, afin de le lui présenter. Tristan était maintenant assis dans le lit et se rétablissait à vue d'œil. « Qui êtes-vous » lui demanda la reine. Tristan était trop fatigué pour mentir. D'ailleurs, il pensait n'avoir pas grand-chose à redouter en disant la vérité, ou tout au moins la plus grande partie de la vérité. Aussi leur raconta-t-il comment le roi Marc l'avait envoyé demander à la princesse Iseux de devenir sa reine, afin que l'Irlande et la Cornouaille puissent désormais vivre éternellement en paix, comme l'aurait souhaité le Seigneur Jésus, comment son navire avait fait naufrage et comment il avait combattu et tué l'homme-dragon. La seule chose que Tristan dissimula fut son nom. La reine sourit d'un air entendu. « J'ai toujours pensé que ce ne pouvait pas être l'écuyer qui avait tué l'homme-dragon, dit-elle. Vous aurez votre paix, Cornoillet, et nous autres, Irlandais, aurons aussi la paix. Le roi Marc aura également Iseux pour épouse, mais seulement si elle le désire. » « Je le désire, dit Iseux. Je ne connais pas le roi Marc, mais si notre mariage doit amener la paix, je l'épouserai. » La reine les quitta et redescendit dans la salle du trône où l'écuyer attendait toujours d'être fiancé à Iseux. Il n'arrêtait pas de se glorifier de son courage et relatait inlassablement son prétendu combat contre l'homme-dragon. La reine l'écouta un moment, puis elle envoya chercher Tristan, qui descendit dans la salle en compagnie d'Iseux. « Écuyer, déclara la reine, vous êtes un menteur et un fourbe. Vous voyez cet homme ? C'est lui qui a tué l'homme-dragon, pas vous. » L'écuyer affecta d'en rire. Il montra la tête de l'homme-dragon, qui était maintenant accroché au mur au-dessus de la cheminée. « Et cela » s'écria-t-il. « Où croyez-vous que je l'ai trouvé ? C'est moi qui ai tué l'homme-dragon, vous dis-je, moi, et moi seul. »« Très bien, » dit la reine. « Jetez donc un coup d'œil dans la bouche de l'homme-dragon. Allez-y, ouvrez-la, elle ne vous mordra pas. » Quand l'écuyer leva la main et ouvrit la bouche, il vit que la langue manquait. Tristan brandit alors la langue fourchue, afin que tout le monde puisse la voir. « La langue de l'homme-dragon, » dit calmement Tristan. « Je la lui ai coupée après l'avoir tué. » À ces mots, l'écuyer se jeta sur Tristan et le gifla à toute volée en l'accusant d'être un menteur et un poltron et en lui demandant raison sur l'heure. Tristan accepta volontiers. La date de l'épreuve de force fut fixée par la reine. Elle aurait lieu 3 jours plus tard, dit-elle, pour donner à Tristan le temps d'éliminer le poison de l'homme-dragon. Tristan paraissa longuement au lit et fit de son mieux pour recouvrer ses forces, mais la princesse Iseux se tracassait à son sujet car elle se rendait compte qu'il n'était pas encore en état de combattre. Un après-midi où Tristan était allé monter à cheval, elle remarqua que son armure, qui traînait dans un coin de la chambre, était cabossée et rouillée, et elle entreprit de la nettoyer. Le baudrier, tout éraflé, était brûlé, et seule l'épée paraissait en bon état.
Pour s'en assurer, Iseux la retira de son fourreau, et elle constata que la lame était ébréchée. Le cœur lui manqua, car elle comprit aussitôt ce que cela signifiait. Elle se précipita sur la cassette en argent dans laquelle elle conservait le fragment de métal qu'elle avait extrait du crâne de son oncle après sa mort. Comme elle le craignait, la pièce s'adaptait parfaitement. Triste, furieuse et bouleversée, Iseux alla aussitôt trouver la reine. Ce soir-là, lorsque Tristan revint de sa promenade, les deux femmes l'attendaient dans sa chambre. « Qui êtes-vous » s'enquit sèchement la reine. « Et cette fois, soyez franc avec nous, sinon vous ne reverrez jamais la Cornouaille. Êtes-vous l'homme qui a tué mon frère ? Êtes-vous celui qu'on appelle Tristan ? Cette épée est-elle la vôtre ?» Iseux montra le fragment ébréché. « Je l'ai extrait du crâne de mon oncle, » dit-elle. « Il s'adapte parfaitement à votre épée. » Tristan comprit alors qu'il était inutile de nier. « Je suis Tristan, » reconnut-il. Iseux, ivre de vengeance, voulait qu'il soit mis à mort sur-le-champ, mais la reine secoua négativement la tête. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pour que vous puissiez épouser l'écuyer ? Pour que cet individu devienne roi d'Irlande ? C'est cela que vous désirez ? Non, je ne le pense pas. Si Tristan, faible comme il l'est, est capable de le vaincre, alors vous pourrez épouser le roi Marc, et nous aurons tout de même la paix. C'est la meilleure solution. D'autant plus que nous savons que le combat entre Morholt et Tristan fut loyal. Tous ceux qui y ont assisté l'ont affirmé. « Mais c'était mon oncle !» s'exclama Iseux. « C'était votre frère !» Elle jeta l'épée loin d'elle et s'enfuit de la pièce. Tristan la suivit et la trouva, pleurant, dans le jardin. Il s'assit à côté d'elle et resta un bon moment silencieux. « Dites-moi seulement ce qu'il faut que je fasse, Iseux, dit-il finalement. Dois-je gagner et vous conduire au roi Marc, ou me faire tuer et vous laisser à l'écuyer ? Dites-le-moi. » Elle se tourna vers lui, les yeux soudain pleins de tendresse. « Gagner, murmura-t-elle. Le combat eut lieu sur la rive de la Liffey devant des milliers de spectateurs. Gorneval et tous les amis cornouaillais de Tristan étaient également présents, et chacun savait que si Tristan était vaincu, pas un seul d'entre eux n'en réchapperait. L'écuyer, qui avait beaucoup bu pour se donner du courage, se jeta sur Tristan en décochant de grands coups d'épée à tort et à travers, et Tristan les esquiva adroitement, à maintes et maintes reprises, jusqu'au moment où l'écuyer s'immobilisa, les jambes écartées, pantelant comme un chien et comprenant qu'il était perdu. Tristan attendit qu'il charge une dernière fois pour le frapper, au passage avec une telle précision que la tête de l'écuyer se détacha du corps, roula jusqu'à la Liffey et tomba dans l'eau, où son dernier souffle remonta, en bulle, à la surface. Tristan conquit ainsi la princesse Iseux pour le roi Marc et s'embarqua avec elle pour la Cornouaille. La nef, tranchant les vagues profondes, emporta Iseux. Mais plus elle s'éloignait de la terre d'Irlande, plus tristement la jeune fille se lamentait. Assise sous la tente où elle s'était enfermée avec Brangien, sa servante, elle pleurait au souvenir de son pays. Où ces étrangers l'entraîneraient-ils ? Vers qui ? Vers quel destin ? Quand Tristan s'approchait d'elle et voulait l'apaiser par de douces paroles, elle s'irritait, le repoussait et la haine gonflait son cœur. Il était venu, lui, le ravisseur, lui, le meurtrier du Morholt. Il l'avait arrachée par ses ruses à sa mère et à son pays. Il n'avait pas daigné la garder pour lui-même, et voici qu'il l'emportait comme sa proie sur les flots vers la terre ennemie. « Malheureuse, disait-elle, maudite soit la mer qui me porte. Mieux aimerais-je mourir sur la terre où je suis née que vivre là-bas. » Un jour, les vents tombèrent et les voiles pendaient dégonflés le long du mât. Tristan fit atterrir dans une île, et lassés de la mer, les chevaliers cornouaillais et les mariniers descendirent au rivage. Seul Iseux était demeuré sur le bateau, avec sa servante. Tristan vint vers la reine, et tâchait de calmer son cœur. Comme le soleil brûlait et qu'ils avaient soif, ils demandèrent à boire. Brangien chercha quelques breuvages, tant qu'elle découvrit un flacon confié à Brangien par la mère d'Iseux. « J'ai trouvé du vin » leur cria-t-elle. Mais ce n'était pas du vin. C'était un breuvage magique destiné à Marc et à Iseux pour leurs noces. Tristan et Iseux avaient bu le philtre d'amour. Leur destin était scellé. De nouveau,
La nef repartit vers Tintagel. Il semblait à Tristan qu'une ronce vivace, aux épines aiguës, aux fleurs odorantes, poussait ses racines dans le sang de son cœur, et par de forts liens enlaçait au beau corps d'Iseux son corps, et toute sa pensée, et tout son désir. Il pensait « Bel oncle, qui m'avez aimé orphelin avant même de reconnaître le sang de votre sœur Blanchefleur, vous qui me pleuriez tendrement tandis que vos bras me portaient jusqu'au bateau. Bel oncle, que n'avez-vous, les premiers jours, chassé l'enfant errant venu pour vous trahir? Ah, qu'ai-je pensé? Iseux est votre femme, et moi votre vassal. Iseux est votre femme, et moi votre fils. Iseux est votre femme, et ne peut pas m'aimer. Iseux l'aimait pourtant. Elle voulait le haïr. Ne l'avait-il pas vilement dédaigné? Elle voulait le haïr et ne pouvait, irritée en son cœur de cette tendresse plus douloureuse que la haine. Brangien les observait avec angoisse, plus cruellement tourmentée encore, car seule elle savait quel mal elle avait causé. 2 jours, elle les épia, les vit repousser toute nourriture, tout breuvage et tout réconfort, se chercher comme des aveugles qui marchent à tâtons vers l'autre, malheureux quand ils se languissaient séparés, plus malheureux encore quand, réunis, ils tremblaient devant l'horreur de leur premier aveu. Au 3e jour, comme Tristan venait vers la tente dressée sur le pont, où Iseux était assise, Iseux le vit approcher et lui dit humblement « Entrez, Seigneur. »« Ma reine, dit Tristan, pourquoi m'avoir appelé Seigneur? Ne suis-je pas votre vassal, pour vous révérer, vous servir et vous aimer comme ma reine et ma dame ?» Iseux répondit « Non, tu le sais, tu es mon Seigneur et mon maître. Tu le sais, que ta force me domine et que je sois ta servante. Ah, que n'ai-je avivé naguère les plaies du blessé? Que n'ai-je laissé périr le tueur du monstre dans les herbes du marécage? Que n'ai-je asséné sur lui quand il gisait dans le bain les coups de l'épée déjà brandis? Hélas, je ne savais pas alors ce que je sais aujourd'hui. Iseux, que savez-vous donc aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous tourmente? Ah, tout ce que je sais me tourmente, et tout ce que je vois. Ce ciel me tourmente, et cette mer, et mon corps, et ma vie. Elle posa son bras sur l'épaule de Tristan. Des larmes éteignirent le rayon de ses yeux, ses lèvres tremblèrent. Il répéta « Mon ami, qu'est-ce donc qui vous tourmente ?» Elle répondit « L'amour de vous. » Alors ils s'embrassèrent. Comme pour la première fois, tous deux goûtaient une joie d'amour. Brangien, qui les épiait, poussa un cri, et, les bras tendus, la face trempée de larmes, se jeta à leurs pieds. « Malheureux, arrêtez-vous et retournez si vous le pouvez encore. » Mais non, la voix est sans retour. Déjà la force de l'amour vous entraîne, et jamais plus vous n'aurez de joie sans douleur. C'est le philtre d'amour qui vous possède, le breuvage que votre mère, Iseux, m'avait confié. Seul le roi Marc devait le boire avec vous. Mais l'ennemi s'est joué de nous trois, et c'est vous qui avez vidé le flacon. Ami Tristan, Iseux ami, en châtiment de la mauvaise surveillance que j'ai faite, je vous abandonne mon corps, ma vie, car par mon crime, dans la coupe maudite, vous avez bu l'amour et la mort. Les amants s'étreignirent, dans leur beau corps frémissaient le désir et la vie. Tristan dit « Vienne donc la mort !» Et quand le soir tomba, sur le bateau qui bondissait plus rapide vers la terre du roi Marc, liés à jamais, ils s'abandonnèrent à l'amour. Mais avant que le jour ne se lève, ils firent le serment, pour ne plus jamais en parler, de ne plus jamais s'aimer. Pour assurer et maintenir la paix que tous deux souhaitaient, Iseux deviendrait la reine du roi Marc, et Tristan resterait loyal et fidèle à son oncle. Voilà ce qu'ils se promirent mutuellement, avec une totale sincérité. Le lendemain, le navire accosta à Tintagel. Le roi l'attendait au port pour accueillir sa ravissante fiancée. Tristan remonta avec eux jusqu'au château, au milieu du flamboiement des ajoncs en fleurs inondés de soleil, mais pour Iseux et pour lui, le monde était gris et triste. Tristan s'excusa et n'assista pas à la cérémonie du mariage, ni à la surprise générale aux fêtes qui suivirent. Après cela, durant quelque temps, il parut souvent être ailleurs. Et à Tintagel, on commença à s'étonner que chaque fois qu'il sortait à cheval du château, il semblait que la jeune reine Iseux disparaissait aussitôt et restait introuvable. On chuchota, on jasa, et les marins parlèrent d'une nuit d'amour sur le bateau qui les avait ramenés d'Irlande. Tout le monde a des ennemis, même un homme qui a sauvé son pays. Ceux de Tristan, jaloux et aigris, se mirent à cancaner, et la rumeur s'enfla jusqu'à parvenir aux oreilles du roi Marc. Celui-ci commença par se dire que cela ne pouvait pas être vrai, que jamais Tristan et Iseux ne feraient une chose pareille.
Puis le doute et le soupçon s'immiscèrent en lui, et la pensée de ces deux êtres dans les bras l'un de l'autre finit par envahir son esprit comme une tumeur. Il fallait qu'il sache à quoi s'en tenir, dans un sens ou dans l'autre. Un jour, le roi Marc suivit donc Ise hors du château, à bonne distance. Pendant un moment, elle chevaucha dans la campagne, puis elle abandonna son cheval au bout d'un étroit sentier et se fraya un chemin parmi les hautes fougères, en s'arrêtant de temps à autre pour regarder autour d'elle. Le roi Marc lui emboîta le pas en tapinois, et il surprit Tristan et Ise enlacés sur un lit de fougères. Fou de jalousie et de fureur, il bondit et tira son épée. Il aurait tué Tristan sur place si Ise ne s'était pas interposée et s'il n'avait pas été incapable de porter la main sur elle. « Ne le tuez pas !» s'écria-t-elle. « Je vous promets de ne jamais le revoir, j'en fais le serment. » Et elle le supplia à genoux d'épargner la vie de Tristan. Marc l'aimait encore et ne pouvait rien lui refuser. Il abaissa son arme et se tourna vers Tristan. « Jusqu'à maintenant, Tristan, je vous ai aimé comme un fils, dit-il. À cause de cet amour et de ce que vous avez fait pour la Cornouaille, j'épargnerai votre vie. Mais à dater de ce jour, je ne veux plus vous voir. Vous êtes banni à vie de ma vue et de toutes mes terres. Si vous remettez le pied en Cornouaille, vous serez abattu comme un chien et mis en charpie. Si je vous capture vivant, je vous ferai brûler vif. » Il prit sa femme par la main et l'emmena. Ce fut la dernière fois que Tristan vit Ise. Le ménestrel posa sa harpe, et je lui tendis de quoi sumecter le gosier. « Voilà une bien triste histoire, lui dis-je, et vous l'avez si bien racontée qu'on croirait presque que vous y avez assisté. » Le jeune homme me sourit tristement. « Vous avez deviné, messire Arthur, dit-il. Je suis Tristan. Il y a 10 ans, si ce n'est plus, que j'erre comme une âme en peine, et partout où je suis allé, j'ai entendu parler de Camelot et d'Arthur, suzerain de Bretagne, qui cherche à apporter à ce pays la paix et une nouvelle raison d'espérer. Je suis venu y contribuer, me joindre à vous, si vous voulez bien m'accepter. » Ce fut ainsi que Tristan resta et devint un chevalier de la table ronde. Mais il fut toujours différent des autres, et il ne participa jamais à nos agapes ni à nos réjouissances. C'était un penseur, un philosophe. Il demeurait sur son quant à soi, et quand il partait en mission, ce qui lui arrivait souvent, c'était toujours seul. Je ne peux pas évoquer Tristan sans penser aux chevaux. Il savait s'y prendre avec eux mieux qu'aucun homme que j'ai jamais connu. Il était capable de calmer le plus fougueux des étalons emballés et de l'apaiser en lui soufflant simplement dans les naseaux. Il parlait aux chevaux tout bas, à l'oreille, et il l'écoutait et lui obéissait. Personne n'a jamais monté mieux que Tristan. Il se servait à peine des rênes et ne portait pas d'éperons, il n'en avait pas besoin. La monture et le cavalier étaient en parfaite harmonie, et c'était un régal de les observer. Mais, comme beaucoup de nos chevaliers, il partit un beau jour en mission, et ne revint pas. Ce fut par son meilleur ami, Gorneval, que nous apprîmes ce qui lui était arrivé. Il semble que Tristan, au cours de l'une de ses aventures, se soit trouvé une épouse, en Bretagne, laquelle, curieusement, s'appelait également Ise. Elle était la fille de Javolin d'Arondel. Il fit de son mieux pour l'aimer et pour oublier la première Ise, Ise la blonde, son grand amour, mais il n'y parvint pas, et sa femme, Ise au blanc chemin, ne tarda pas à s'en rendre compte. Elle en conçut une terrible jalousie qui la rongea sans lui laisser aucun répit. Un jour où Tristan chevauchait en compagnie de Gorneval, un lièvre surgit à l'improviste sous les pas de son cheval, et tous ses talents équestres ne purent le sauver. Le cheval prit peur, fit un écart, et tomba en roulant sur Tristan, dont il broya les jambes sous son poids. Gorneval le ramena chez lui, auprès de son épouse qui le soigna de son mieux. Malheureusement, ses os se ressoudèrent mal, et une hémorragie interne mina ses forces. Il fit appeler Gorneval à son chevet. « Je vais mourir, murmura-t-il. Je le sais, tout comme vous le saurez quand votre tour viendra. Je ne désire plus qu'une seule chose, revoir une dernière fois ma chère Ise. Partez, retournez à Tintagel et ramenez-la moi si elle accepte de vous suivre. » Gorneval se dirigea aussitôt vers la porte, car il se rendait compte qu'il n'y avait pas de temps à perdre, mais Tristan le rappela. « Une dernière chose. Je serai dans cette chambre, guettant votre navire par cette fenêtre. Si elle est avec vous, faites hisser des voiles blanches. Si elle n'y est pas, alors hissez des voiles noires. Ainsi je saurai tout de suite à quoi m'en tenir, pour le meilleur ou pour le pire. » Gorneval se rendit donc en Cornouaille,
alla trouver Tristan et lui apprit que... Gorneval se rendit donc en Cornouailles, alla trouver Iseux et lui apprit que Tristan était à l'article de la mort. Elle le suivit en secret, sans rien dire au roi Marc, et en emportant toutes les herbes et toutes les potions susceptibles de sauver la vie de Tristan, à condition d'arriver à temps. Mais pendant le voyage de retour, le bateau resta encalminé durant des semaines. Tristan, qui guettait son arrivée du haut de son château, commença à s'inquiéter. N'ayant plus la force de se traîner jusqu'à la fenêtre, il demandait continuellement à son épouse si elle voyait un navire entrer dans la baie. Bien entendu, elle devina, comme n'importe quelle femme l'aurait fait à sa place, que ce n'était pas seulement un navire que son mari attendait. Elle interrogea le valet de Gorneval, lui délia la langue avec de l'or et des bijoux, et apprit que Tristan avait envoyé chercher Iseux la blonde en Cornouailles. Ses soupçons se transformaient en certitude. Un matin, alors que les martinets striaient le ciel devant sa fenêtre en poussant des cris stridents, Tristan interrogea une fois de plus son épouse. « Le vaisseau de Gorneval, il n'est pas là? Vous ne le voyez pas ?» Elle regarda la mer, et cette fois elle aperçut effectivement le bateau de Gorneval. « Si, je le vois, » répondit-elle. « Ses voiles sont-elles blanches ou noires ?» demanda Tristan, dont le visage portait déjà tous les stigmates de la mort. « Dites-moi seulement qu'elles sont blanches, et je mourrai heureux. » Elle regarda l'agonisant et sourit du bout des lèvres. « Elles sont noires, » répondit-elle, « noires comme du charbon. » À ces mots, Tristan tourna son visage vers le mur et cessa de respirer. Voyant ce qu'elle avait fait, elle essaya de le ranimer. « Blanche !» cria-t-elle. « Les voiles sont blanches. Cette femme est là. Votre grand amour est venu vous retrouver. » Mais c'était trop tard. Lorsqu'Iseux accosta, Gorneval la conduisit aussitôt à la chambre de Tristan, où elle constata que la mort avait déjà fait son œuvre. Elle s'agenouilla à côté du lit, embrassa Tristan sur le front, et à ce moment-là son cœur se brisa dans sa poitrine, et elle mourut en expirant son dernier souffle sur la joue de son bien-aimé. Entre-temps, le roi Marc avait découvert où était partie sa reine et s'était lancé à sa poursuite. Il trouva Tristan et Iseux dans la chapelle, couchés côte à côte sur une civière et veillés par le fidèle Gorneval. Le roi Marc ramena leurs dépouilles en Cornouailles et Gorneval les accompagna. Là, on leur fit des funérailles splendides, ensemble, dans la chapelle de Tintagel. Chaque jour, pendant le restant de sa vie, le roi Marc vint prier sur leur tombe et implorer leur pardon. Il déclara un jour à Gorneval qu'il n'avait jamais su lequel des deux il aimait le plus. Avant de repartir pour Camelot, Gorneval rendit une dernière visite au tombeau. Un oisetier avait poussé à côté du corps de Tristan et un chèvrefeuille à côté de celui d'Iseux, et leurs branches se rejoignaient, presque, au-dessus des deux tombes.